Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux. Je suis actuellement à Hobby Shop et j'ai le grand plaisir d'accueillir sur ma chaîne Alexandre Vallée. Salut Alex. Bonjour, ça va Eric? Ça va. Donc j'ai le grand plaisir, pourquoi? Parce que Hobby Shop a un excellent peintre qui est détenteur de plusieurs Golden Demons. Quelques-uns. Quelques-uns, donc c'est quand même le concours officiel Games Workshop et il y a un niveau de peinture très élevé. Intéressant, oui. Très intéressant et j'apprécie beaucoup les peintures d'Alex. C'est pour ça que j'ai créé sur cette chaîne une nouvelle rubrique qui ne sont pas les tutos de peinture mais qui s'appelle Masterclass Technique. Et là avec Alex, on va étudier la notion du métallique, non métallique, M&M. Allons-y. Allons-y, donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste avant de se lancer? Alors, le non métallique métal, ou même quand on l'appelle, c'est en fait peindre du métal sans couleur à paillettes. Parce que du coup, on a des couleurs grises uniquement, des noirs, des blancs. On va jouer juste sur les contrastes de gris comme le font généralement les artistes peintres qui, eux, n'utilisent pas de peinture à paillettes. Donc, ils vont faire des nuances de gris en partant généralement du noir jusqu'au blanc pour donner l'illusion que quelque chose de plat a un volume et brille. C'est un petit peu la discipline du non métallique métal, c'est donner du bluff avec des couleurs standards pour faire waouh et qu'on ait l'impression que c'est un vrai bloc de métal. C'est purement de l'effet d'optique. Voilà, bah écoute, ce que je vous propose et ce que je propose aussi à Alex, c'est qu'on place deux caméras parce que c'est important dans ce tuto, dans cette technique, d'avoir une caméra fixe sur la palette Ouais, et une caméra sur la figurine. sur mes gros doigts. Sur ses gros doigts. Donc effectivement, alors ce que je vous propose, c'est qu'il y a certaines étapes qui vont être un petit Inintéressant, inintéressantes. clairement. On va simplement expliquer qu'il va y avoir plusieurs couches et on verra le résultat. Hein, si tu dois passer 3 couches d'un gris quelconque. Ouais, on accélérera quand c'est pas intéressant. Voilà. Bah écoutez, hop, on part sur la table. Super. Allez, on se retrouve sur la piste à peinture. C'est parti. C'est parti. Donc, Alexandre va nous détailler. Alors, ouais, on va faire un panel des couleurs pour commencer. C'est-à-dire qu'on va avoir nos deux extrêmes, donc le noir et le blanc, qui sont alors, plus ou moins indispensables en matière de non métallique métal. On va avoir aussi quelques gris qui vont nous faire la route entre le noir et le blanc. Et on va avoir aussi quelques couleurs, genre des bruns ou des bleus, pour rendre intéressant le gris. Parce que le gris, c'est joli pour faire un non métallique, mais généralement, quand on regarde dans les cours de peinture, il est tout le temps un petit peu coloré. Donc voilà, ça va être pour le colorer et le rendre un petit peu plus fun. D'accord. Donc on va commencer avec les gris. Je vais sortir un petit peu tout. D'accord. Et on va commencer, le plus important, la couche de base. Ok. Voilà, Alexandre a préparé sa palette et puis on va... alors déjà, quelle figurine tu vas nous peindre? Alors, on va peindre un Stormcast Eternal de chez Games Workshop en plastique, qui sont un très bon exercice au non métallique métal parce qu'elles nous offrent pas mal de formes différentes, des bombés, des creux, des droits. Voilà, on peut pouvoir essayer un petit peu toutes les formes en non métallique sur cette figurine, donc pas aujourd'hui malheureusement parce qu'on n'aura pas le temps. Ouais. Mais on va commencer par simple, on va commencer par les formes droites. Donc aujourd'hui on va peindre le marteau. On va dire qu'il est en métal acier, disons standard. Ok. Donc on va passer, alors chacun pas comme il veut. Moi j'aime bien commencer au milieu d'un dégradé parce que je trouve que la route est plus facile. Donc là on a une peinture assez bien dilué, donc en plus je suis sur palette humide, ça fait que du coup la couche de peinture que je vais passer va être relativement fine, peut-être pas opaque du premier coup, mais on va passer quelques fines couches en attendant qu'elle sèche pour avoir un gris avant de commencer, si possible parfait, pour pas avoir de fausses nuances de sous-couches ou de couches mal passées qui vont nous décaler le travail et nous donner de la difficulté. Donc on est parti. Donc là, on précise que tu as fait une sous-couche en noir. Noir avec un peu de blanc, histoire qu'on voit un petit peu la figurine. Je ne vais pas m'en servir d'appui à ma peinture. On va faire comme si elle n'existe pas. Donc vous partez d'une sous-couche noire, d'une sous-couche blanche, d'une sous-couche grise. Ça n'aura pas de différence sur cet exercice-là. Ok, allez. Donc là, on va commencer la couche de base simple et efficace, avec une couche de gris bien diluée.
en faisant attention de ne pas laisser de coin, que tout soit peint uniformément. Alors, une bonne couche de base, on va reprendre. Une bonne couche de base, ce n'est pas une couche de base qui couvre du premier coup. Une couche de base, c'est une couche qui va être régulière en épaisseur sur la surface appropriée et qui va pouvoir sécher et garder une finesse, genre, on va pas dire de l'ordre du micron, mais presque. Et c'est à l'accumulation de ces couches fines qu'on va avoir une surface dite parfaite, c'est-à-dire qu'on n'aura jamais altéré la sculpture de la figurine et que les volumes lisses resteront lisses, les creux resteront creux, la sculpture est respectée et reste 100% originale. Donc là, tu vas passer plusieurs couches fines. Alors là, la première couche fine est passée, c'est-à-dire que j'en ai de partout, je vérifie l'excédent de peinture toujours dans mon temps de séchage. À partir du moment où ma peinture a commencé à sécher sur la figurine, je ne m'autorise plus à la toucher, car je vais créer des reliefs avec les poils de mon pinceau qui vont me donner du mal pour la suite du travail. Donc je vais laisser sécher, même si on voit des auréoles un petit peu comme ça. Une fois qu'elle sera sèche, je vais repasser une deuxième, si nécessaire, une troisième, etc. jusqu'à avoir une couche dite opaque et parfaite, qui ressemblera fortement pour le début à un bout de plastique. Ok, ben on se retrouve tout de suite Ça marche. pour la suite. Donc là, tu attaques la deuxième couche. Une deuxième fine couche, je pense que, ayant une sous-couche grise à la base, 2 couches de base seront suffisantes, qu'on va pouvoir travailler. On va pouvoir faire des choses intéressantes immédiatement. Donc là, on précise que c'est vraiment un gris neutre, quoi, ni trop sombre, ni trop. C'est un gris-gris, voilà. On essaye de. Je trouve ça plus facile de commencer au milieu d'un dégradé, surtout pour un débutant, parce que la route de l'assombrissement et la route de l'éclaircissement sont plus courtes, donc selon moi plus facile à réaliser. Et aussi, on a des couleurs. Quand on part de la couleur du milieu, on a moins de risque de se tromper sur la couleur de fin quand on ne sait pas exactement où on va sur un dégradé, par exemple. On risque moins d'être déboussolé par la longue route à parcourir jusqu'au noir et au blanc, parce qu'on va aller dans les deux extrêmes. Ok. Donc Alexandre, tu as fini les 3 couches. Là, on a fait 3 fines couches, donc on voit nettement la différence entre une sous-couche et la couche de base, qui donne un joli marteau, on dirait un joli joujou en plastique. Voilà. Par contre, là, j'ai une très bonne base pour travailler. On va commencer immédiatement le travail. On va commencer par assombrir ce gris. Donc, sur ma palette, j'ai mon gris de base, qui est du gris froid G50 de chez PA Games, que j'aime beaucoup cette gamme. Je vais y intégrer du gris noir 862 de chez Prince Auguste Classique pour commencer le travail d'assombrissement. En exemple, j'ai celui-ci qui est déjà peint. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste donner à ce bout de plastique l'illusion du métal exactement sur le même éclairage que le premier. Donc, on peut y lire directement qu'on va assombrir certaines zones, en éclaircir d'autres, opposer les brillances pour donner l'illusion d'un reflet. Encore une fois, c'est l'illusion d'optique qui va faire croire à l'œil que c'est du métal. Ah ben effectivement, je peux le voir. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais moi je le vois en vrai. J'ai cru qu'il avait peint avec du métal. C'est ça qui est assez hallucinant. C'est vraiment un trompe-l'œil. C'est waouh. Donc voilà, c'est du trompe-l'œil, hein, c'est vraiment le must de la discipline. C'est aussi très agréable à travailler et à rendre parce que du coup, on sort vraiment de l'effet un peu kitsch de la peinture à paillettes, quoique il peut être très joli, mais ça complique un peu les choses, mais c'est vrai que c'est assez extravagant et assez impressionnant. D'accord. Eh ben, on part pour l'assombrissement. Alors, on va juste tirer un peu de peinture. Alors là, je vais garder au fur et à mesure sur ma palette toutes les couleurs, mais en gros, j'ai tout ici. Hein. Vous avez le gris neutre, le gris sombre, le gris clair, le noir, le blanc. Je n'ai pas besoin de plus. Quelques couleurs pour enrichir ici, on verra après. Bon, en gros, ça part du plus sombre au plus clair. Alors, on est parti. Donc, on va commencer par assombrir, premièrement, ce qui est à l'ombre. Alors, c'est parti. Donc, j'hésite pas, j'y vais franco. Ma peinture est quand même assez fluide.
On essaye de se placer comme on peut pour J'avoue représenter qu'avec ton mes doigt. gros doigts, Ouais, voilà. ouais. Alors en plus là c'est sur quelque chose qui est vraiment une Qui est en surface pas dessous. très Ouais. intéressante. Alors, Voilà, là, je te vois bien. il faut travailler vraiment avec une peinture légère et fluide. C'est-à-dire que si on veut un joli fondu, on va devoir accumuler le pigment jusqu'à ce qu'il arrive à son opacité. Pour y avoir, on peut l'avoir en un seul coup avec un geste professionnel qui demande des années d'expérience. Sinon, on travaille très fin et on systématise son geste. C'est-à-dire que si je veux accumuler une ombre ici, je vais l'attirer vers là où je veux l'accumuler, comme ceci. Voilà. Puis je vais la laisser sécher. Puis recommencer. Et je vais faire exactement pareil. Donc en gros, je vais faire quelques fois le tour de mon marteau. Ici c'est pareil. Je vais garder cette zone ici pour faire briller. Par contre, sur ce volume-là, je vais lancer mon assombrissement et je vais le tirer, toujours pareil, du côté où je veux l'accumulation d'ombre. Je pense que déjà avec la première couleur, on voit Ouais. déjà un premier contraste. Moi, je le vois, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais on voit déjà qu'il y a du contraste. Ouais. Donc, pareil sur le dessus du marteau, je vais garder ma lumière plutôt vers le bas, et puis je vais mettre ma zone d'ombre ici. Il est important de les confronter, zone sombre, zone claire, et de les opposer, pour avoir quelque chose d'impressionnant et de lisible de loin. Si on met toutes nos lumières dans le même sens, l'intérêt du non métallique métal, il perd un peu. Donc, pareil que la première phase. Donc là, tu trempes ton pinceau. Alors, j'avoue, j'essuie l'excédent de peinture avec ma bouche. D'accord, comme beaucoup de peintres d'ailleurs. Voilà, ce n'est pas une question de tremper avec de la salive, c'est vraiment une question d'enlever de l'excès. L'excès, ouais. Je pourrais le faire simplement avec un sopalin. Ouais. C'est une mauvaise habitude. D'accord. Mais beaucoup le font. Beaucoup le font. Donc là, on voit bien effectivement à la caméra ce changement de. Ouais, on le voit. Ok. Enfin, moi, je le vois. J'espère qu'on le verra à la caméra. Il me manque cette petite phase derrière. Alors voilà. Le but du travail, c'est qu'il soit très progressif pour qu'on ait une illusion de dégradé, sachant que même si notre dégradé n'est pas parfait, il y a des moyens de traficoter pour enlever les défauts. On repasse exactement la même couche, au même endroit, pour le premier assombrissement, encore une fois. Comme ceci. On va reprendre les mêmes zones, le même geste. On systématise le travail de la zone d'ombre. Et il faut quand même garder une bonne partie pour la couche de base, sinon on va perdre notre gris. Parce que l'acier, c'est quand même gris. Il ne faut pas perdre toute la couleur. Ça sèche quasiment instantanément, presque. Le voile est tellement fin Ouais. que ça sèche très vite, effectivement. Alors là, c'était le deuxième éclaircissement, je vais juste aller relever la petite bavette. Oui, assombrissement, pardon. Je vais juste relever la petite bavette qu'il y a derrière le marteau. On la voit bien. Hop, là je vais faire tout le tour. L'important quand on peint un non métallique métal, c'est pas d'avoir un dégradé parfait, mais c'est d'avoir une lecture de la structure qu'on est en train de peindre, compréhensible et parfaite. Voilà, le premier assombrissement est terminé. On va pouvoir maintenant jouer un petit peu avec la lumière. Donc comme je le disais, le premier éclaircissement a atteint son niveau de gris que je cherchais, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Donc, dans notre dégradé, on est entre ça et ici. On va devoir encore aller jusque-là et jusque-là. Donc, on va commencer à éclaircir doucement, de la même façon. Avec, cette fois-ci, du gris loup, toujours de chez EPA Games. Et donc, sur cette couche-là, on va travailler de l'autre côté où on a bossé sur la première couche. Donc, sur ce volume ici, je vais commencer à donner un petit peu de lumière. Toujours la même attitude à la peinture, très fluide, très fine, pour pouvoir accumuler sans altérer les reliefs. Donc on est parti. Alors là, on va aller chercher la lumière à l'opposé des zones. On va commencer à éclaircir le plat de ce bouclier-là. Hop.
La lumière vient généralement d'en haut. Donc, on va se dire que cette petite arête ici va prendre la lumière à l'intérieur, comme ça, comme ceci. Sur le dessus, pas besoin de se compliquer la tête. On continue dans le même sens. On fait ressortir la structure, très important. Alors, ce marteau est un bon exemple aussi, un bon essai pour commencer, parce qu'il renferme du droit, du concave, du bombé. C'est plein de petites formes, c'est assez rigolo comme exercice. Voilà, il me reste la zone de derrière. Et alors, c'est toujours pareil, ne rien négliger. C'est-à-dire que même le dessous du marteau, même le dessous du marteau est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qu'on ne voit pas, mais il y a des endroits où on le voit. Et si on néglige des zones que l'on voit, ça crée des trous visuels qui troublent l'optique, donc qui troublent le résultat final de la figurine. La même étape une deuxième fois. Donc c'est en plusieurs étapes. Hein. Toujours pareil, je dirais minimum 2 petits voiles pour être sûr de ne pas altérer la surface. Et toujours 2 voiles, ça me permet de mettre un petit peu de ma couleur là, puis un peu plus tiré. Et vu qu'à chaque fois je systématise mon geste, la peinture va s'accumuler là où je l'arrête. Il va y avoir une espèce de goutte qui va accumuler la peinture. Donc l'orientation et la direction du pinceau est importante et va aider à la normalisation de la couleur. Alors ce type de dégradé, parce qu'en quelque sorte c'est un dégradé d'une certaine façon, Oui. On peut utiliser cette technique sur n'importe quel type de... Elle marche sur tout. Elle marche avec des couleurs mates, brillantes, elle marche avec des peintures à paillettes, elle marche avec tout. Donc là, j'ai ma lumière qui est posée, mon ombre qui est posée, le travail est bien mâché, on va passer à la partie rigolote. Ok, donc on a une lumière et une ombre de posée sur un gris qui est resté relativement neutre, même si j'ai triché un peu parce que le gris loup est un peu bleuté. Voilà, on n'est quand même pas sur le résultat final, mais finalement, on n'y est pas si loin. Donc je vais reprendre ce gris loup que j'ai pris en éclaircissement final. Voilà. Je vais le travailler pas trop coulant parce que là, je vais faire ressortir la structure de l'arme. C'est-à-dire qu'on va essentiellement travailler sur les arêtes pour, au visuel, qu'on distingue l'arrêt des matières et le début. C'est-à-dire que si je vous mets le plat du marteau de face comme ça, pour l'instant, c'est assez flou. Ouais, voilà. Exact. Si maintenant, je vous prends une petite arête. Ah ouais. Ah là, ça... Tout autour. Voilà. On a la matière qui est arrêtée visuellement par ce trait de blanc et du coup, là, on peut parler de structure. D'accord. Ok. Donc, on va faire le tour du marteau et éclaircir toutes les arêtes. Alors, vous voyez, pour faire les arêtes, la pointe d'un pinceau est quasiment pas utilisée. Hein. On utilise la tranche d'un pinceau. Ouais. Il faut charger son pinceau correctement pour pas qu'il y ait d'excédent de peinture, sinon la peinture va couler sur une surface ou une autre. Et il faut avoir une texture, si possible, qui couvre en un seul coup, parce que le risque d'un deuxième passage sur ce genre de machin fait que peut-être notre craie va se décaler et du coup sera irrégulier et du coup peut-être un peu moins agréable à travailler. Donc voilà, il faut faire la gymnastique. Quand on peint une figurine, généralement, ce n'est pas la main qui peint qui bouge beaucoup, c'est vraiment la main directrice qui va nous donner les angles d'ouverture pour pouvoir aller passer notre pinceau là où on veut. Sur un marteau comme ça, c'est pas très difficile. On a fait presque le tour. Déjà, ça commence à avoir de la gueule, non? Alors, on va. Parlons des trous.
Quand on fait des trous avec une lumière qui vient d'en haut, on aurait, quand je vous dis éclaircir toutes les arêtes, c'est peut-être une bêtise. C'est-à-dire que ces trous-là, on va s'amuser surtout à éclaircir l'arête du bas, comme ceci. C'est-à-dire que la lumière, quand elle va venir taper sur le trou de cette façon-là, elle va surtout interagir sur cette arête-là. Celle-ci, elle ne va pas arrêter la lumière. Donc, on va faire pareil en non métallique, comme dans la vraie vie. On va peindre que les bas des trous pour renforcer, encore une fois, je parlais de structure, leur structure, et pour aller en concordance avec ce que l'œil voit dans la vraie vie, pour plus de compréhension. Pour finir, on va mettre un petit coup sur les rivets, qui font clairement partie de la structure et qui donnent un peu de complexité visuelle. Un tout petit coup suffit pour l'instant. Ça me semble correct. On va passer à le tâter un petit peu maintenant. On va mettre un petit peu de brun, un petit peu de bleu pour lui donner un aspect un petit peu moins normal. Ok. On a quelque chose de gris, de correct, mais on va donner un petit peu de couleur à tout ça. Les gens se battent rarement dans un monde avec une arme toute neuve. On va mettre un petit peu de couleur. Alors là, sur ce qu'on appelle un terre de sienne brûlée en classique, là c'est camouflage allemand brun foncé 822, encore chez Prince Auguste. Donc très très finement. Alors là, on ne parle plus de peinture. On parle de glacis ou de jus coloré. Le but du jeu n'étant pas de peindre avec, mais de donner une influence colorée pour trafiquer une couleur. C'est facile de trafiquer un gris parce que la couleur est neutre. Donc on n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Alors, vous voyez, ma peinture est extra diluée. On va partir très très fin. On va, avec ce marron, repasser un petit peu la transition de la zone d'ombre pour lui donner un peu plus de couleur. Donc ça va réchauffer un petit peu parce que c'est un brun. Peut-être pas mis assez de peinture quand même. On va réchauffer un petit peu les couleurs d'ombre. On aime bien jouer avec les chauds et les froids en peinture de figurine. Je dirais que si on aime bien, c'est parce que c'est visuellement très intéressant. On va jouer avec le chaud-froid sur notre marteau. Donc notre brun, très très fin. Alors, vous voyez, il est tellement fin que je peux même le passer sur mon gris de base sans qu'il change vraiment de couleur. On va en mettre un peu sur le plat du marteau. Voilà. Donc là, tu as déchargé le pinceau quand même sur ce panneau. Alors voilà, c'est-à-dire que mon pinceau n'a pas changé de forme. Il est chargé en peinture. Il y a la pointe, il y a la virole. Ici, c'est notre réservoir. Hein. Il est chargé en peinture, mais il n'a pas gonflé de trop de matière. Et il est chargé d'une peinture qui est quand même très, très fluide. Donc voilà, tout le temps, si possible, vous voyez souvent les peintres qui se peignent les doigts. C'est souvent pour refaire la pointe et enlever tout excédent. Donc voilà, c'est pas parce qu'ils aiment bien se faire une manucure, c'est parce que la peau, elle est bien pour accepter la peinture. Et du coup, on n'est pas loin de notre figurine. Donc systématiquement, on va se peindre les mains bêtement. On va colorer avec un peu de bleu, cette fois-ci, plus la surface générale. Donc l'acier a souvent des reflets bleutés. Donc je vais le casser avec un peu de gris, pour pas qu'il soit trop violent, et avoir la même attitude, le bosser en jus. Voilà, c'est dilué. Et là, on va passer un petit peu de bleu sur la zone de transition grise, juste pour donner un petit brin de fantaisie et un petit brin de couleur, parce que quand tout est gris, tout est triste. Vous voyez, c'est juste pour donner une petite teinte, c'est pas pour prendre de la place. C'est-à-dire que là, d'un gris neutre, je passais à un gris coloré, qui reste gris, c'est important de rester gris, mais qui devient peut-être un petit peu plus intéressant à regarder. Donc maintenant, on va finaliser le travail, parce qu'on n'est pas dans les extrêmes, avec le noir, le blanc, et ce qui est le plus rigolo à faire, finalement, le Battle Damage. Donc le Battle Damage à rajouter, là on est purement dans l'effet d'optique. C'est le premier trompe-l'œil qu'on apprend généralement en matière de peinture parce qu'il est assez efficace et assez facile à faire
à condition d'avoir un bon pinceau et une jolie pointe. Alors, est-ce que tu peux préciser le battle damage? Alors, ce qu'on appelle dommage de bataille. Généralement, si vous regardez ce marteau, il a l'air relativement neuf, pas beaucoup servi, peut-être un petit peu sale. Mais voilà, si je mets maintenant celui-ci, là on a un marteau qui a servi. C'est-à-dire le battle damage, ça va être donner l'illusion que l'armure a servi sans pour autant attaquer les reliefs de la figurine. Donc on est dans l'effet d'optique pur et dur, c'est-à-dire que cette rayure qui est ici, qu'on comprend visuellement comme une rayure, n'existe pas. Elle est créée de toutes pièces avec une illusion d'optique et bizarrement, c'est juste un coup de noir, un coup de blanc et c'est fini. Donc je vais, avec un pinceau fin, attaquer avec du noir pur. Toujours même technique. Hein, Alors, ici, on va commencer à travailler peut-être un peu moins dilué parce que c'est pareil. On est comme sur les arêtes, on va devoir marquer du premier coup. On va travailler tellement avec des toutes petites formes que les repasser, c'est quasiment du domaine de l'impossible. On va forcément rater. Donc le but du jeu, c'est que notre noir marque du premier coup. Donc, on va faire bêtement des petits traits, si possible croisés avec notre lumière. La lumière va arriver d'en haut. Si je fais mes battle damage dans le même sens que la lumière, je vais être embêté pour les éclaircir et ça ne va pas être intéressant visuellement. Le but du jeu, c'est de les croiser avec la lumière pour pouvoir justement peindre ces petits effets d'optique assez faciles. Donc là, je vais faire plus ou moins aléatoirement le tour du marteau pour lui donner des petites brèches. Des petites brèches, des rayures. Pourquoi pas ici un petit point qui pourrait faire un trou ou deux. On va remettre une ici. Alors, je me sers beaucoup de ça, personnellement, pour exploiter des zones que je ne trouve pas forcément réussies. Vous voyez, mon dégradé ici n'a rien de parfait. Mais en y mettant un battle damage qui va attirer le regard, les gens vont peut-être oublier le défaut du dégradé. C'est une bonne petite astuce que j'utilise beaucoup. Le noir me convient. Tout va bien. Donc maintenant, nous allons prendre notre gris-loup, toujours le même, et faire comme on a fait exactement avec les vrais trous sur les faux trous. Donc, si j'en suis ma logique, ma lumière arrive d'en haut. Donc, en admettant que c'est un vrai trou, je vais devoir l'éclaircir en bas. Il faut absolument, avec ce petit trait de peinture, être au minimum aussi fin que le premier, si on veut que l'effet marche. Sinon, ça marche, mais c'est vrai qu'on perd un peu en effet impressionnant. Alors, vous voyez, hop, juste ça. Ici, on a l'impression que c'est un vrai trou. Ici, on a encore l'impression que c'est une tache. On va y faire le tour. Ne pas en oublier un. Alors on en met beaucoup ou pas beaucoup. Je dirais que si on peint un orc, on aura beaucoup tendance en vouloir en mettre des grosses rayures. Là on est, en plus du non métallique, dans le domaine de la texture. C'est-à-dire sortir des surfaces lisses pour réadapter à la peinture pure et dure les volumes. Donc voilà. Ok. On a l'essentiel de notre travail. Il nous manque encore le noir et le blanc que je réserve à chaque fois exclusivement à la finition. Nous allons commencer par la lumière, une fois n'est pas coutume, avec le blanc squelette de chez PA Games. Alors, nous allons travailler très fin. On a réservé le blanc pour la fin parce qu'en fait, le gris-loup visuellement est déjà très clair. Et que du coup, si j'utilise du blanc avant cette étape finale, je vais avoir du mal à donner ce qu'on appelle le scintillement, le petit point de lumière qui va donner l'impression du métal. Donc là, on va travailler donc sur les arêtes et dans les zones de forte lumière pour donner ce scintillement. Donc, je vais travailler bizarrement plus toute cette arête ici, mais peut-être que le bas là,
et ici, en n'oubliant pas que si j'ai un battle damage, si je le coupe en deux, il n'aura plus son effet. Donc je vais le laisser. Donc là, ça va être de l'accroche visuelle finale qui va nous donner un petit peu cet aspect de métal qu'on commence à avoir, mais il manque encore un petit truc. Donc vous voyez, je suis très sélectif. Là, je vais venir faire uniquement les petits coins. Tout petits. Les zones de lumière en laissant bien le noir des battle damage pour confronter les zones claires et sombres. Voilà. Tout arête compte. C'est-à-dire que même cette minuscule arête qui est en haut de mon bourrelet là, va marcher et va affiner encore la peinture. Donc là, c'est de l'extra détail. Là. Alors là, on est vraiment dans la finition et on va dire que c'est ce qui va donner vraiment cet aspect métal, ça va être le blanc. On pourrait s'abstenir de noir, on peut difficilement s'abstenir d'utiliser du blanc. Voilà, j'ai mon pinceau qui sèche. Alors pareil, bonne habitude, quand on peint comme ça, si vous voyez que la peinture commence à sécher sur votre pinceau, nettoyez-le intégralement avant de reprendre de la peinture. Alors on va mettre un tout petit point blanc sur chaque rivet pour qu'on le voit et pour qu'il existe, il a le droit. Hop. On sent que ça flash au niveau de l'œil, donc ça attire vraiment le regard. C'est exactement ça, c'est vraiment, c'est construit comme l'œil humain comprend le métal. C'est, encore une fois, c'est de l'effet d'optique. Donc là, on va peut-être un petit peu jouer avec du blanc transparent pour donner un petit peu des rayures. Vous voyez, je peux m'abstenir de faire des battle damage forcément avec un trou, mais je peux travailler avec un blanc très léger pour donner un petit peu des textures, des rayures. Toujours pareil, ça permet de sacraliser la perfection du dégradé. Je ne suis pas forcément pour des dégradés très parfaits. Je trouve ça intéressant, techniquement très dur à faire, mais finalement on peut vachement s'en abstenir si on a ces petites habitudes qui vont bien. On va remettre un petit peu. Alors vous voyez, là je vais remettre un ou deux petits points de scintillement. C'est toujours un peu rigolo et on voit vraiment clairement la différence entre le blanc et le gris quand même. On le voit là maintenant. Alors que j'aurais pas mis de blanc, il y a certaines personnes qui l'auraient même pas remarqué. Le blanc est quand même super utile. Bon, ouais. Et je vais mettre des petits traits de temps en temps. Voilà. Là, il y a un rivet, vous voyez, qui est éteint. Je ne sais pas si on le voit à la caméra. Celui-ci est clairement éteint. Hop, ça y est, il est revenu. Et donc, pareil, ne rien oublier. On va y passer dans les petits trous. Celui-ci, la petite arête mystique. Là, on est du stade de, voilà, on ne peint plus de la surface, ce qu'on appelle la micro-peinture. On va être très très sélectif. Toujours pareil, les arêtes, c'est un top match, ça marche à 100% du temps. On a commencé à avoir un truc cool. Et on va passer au dernier assombrissement, au noir pur. Alors, comme on dit, jamais rien n'est parfait. On va rajouter une petite étape, qui est l'étape du noir, parce que je sais, là on aura atteint le contraste maximum. On ne peut pas aller plus loin que le noir, on ne peut pas aller plus loin que le blanc. On sera au max de ce qu'on peut faire. Et du coup, dans la théorie, on a quelque chose, un effet maximum. Donc, on va utiliser du noir pur, très dilué. Et là, ce qu'on va faire, c'est sélectionner nos zones d'ombre extra poussées. Je vais essayer de me mettre bien en face pour qu'on voit bien. Voilà. Ici, si on regarde, on est gris-marron. Alors là, on peut pousser encore. C'est-à-dire qu'on va encore rendre plus impressionnant notre non métallique en mettant le noir vraiment à l'opposé de notre lumière, ici et ici. Vous voyez que mon geste va tout le temps dans le sens de ce que je travaille. J'ai mis un petit coup de doigt là parce qu'il y avait une goutte de noir qui ne me plaisait pas. C'est souvent que je fais ça. Pas forcément il faut faire ça, mais ça aide pour enlever tout de suite l'excédent de peinture et ça évite de faire des grosses retouches, etc. Là c'est pareil, on est dessus. Je vais quand même en mettre un petit peu, c'est pas grave, en gardant bien mon arête. Ici, donc on est quand même par rapport à l'horizontale un petit peu baissé.
On va pouvoir forcer un petit peu. C'est très intéressant d'avoir des gros contrastes, c'est impressionnant. Et c'est avec un gros contraste à comparer d'autres un peu moins importants qu'on va comprendre aussi le métal. Exact, ouais. Là, on voit, enfin moi je le vois à l'œil nu, hein. Je pense que la caméra, on y voit aussi. Voilà, ne pas oublier bien sûr le dessous du marteau. Ici, on l'a un peu négligé parce que ça ne se voit pas beaucoup. Mais si on le néglige trop, ça peut polluer clairement la figurine qu'on voit de face. Hein. Alors c'est vrai que là c'est pas évident parce qu'on tourne la figurine dans le sens de la peinture, hein, comme ceux qui peignent le savent. Donc là, vous nous excusez pour le cadrage. On verra simplement Alex montrera simplement le résultat. Et donc pour finir, je vais travailler avec un noir très liquide comme ça. Voilà. Et je vais aller mettre une pointe de noir autour de chaque rivet si possible. Alors là, on est un peu comme si on travaillait avec un lavis. Donc c'est toujours pareil, c'est pour forcer le contraste et pour améliorer la définition visuelle, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Celui-ci il est déjà fait, pas besoin d'en rajouter. Alors il est important de ne pas trop étaler la peinture quand on fait ce genre de truc, parce que c'est de la peinture acrylique qui va se diffuser sur la taille générale où elle a été diffusée. C'est-à-dire que si j'étale ma peinture là, elle va avoir une influence jusqu'ici. Alors que si vraiment je me contrôle autour du rivet, elle va rester autour du rivet, elle ne va pas me faire de mauvaises traces. Voilà. Et ne pas oublier, bien sûr, les trous qui ne peuvent pas être plus clairs que les rivets, c'est pas possible. De l'autre côté. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est peindre noir tout ce qui n'est pas peint pour qu'on voit le résultat final. Là, on est vraiment sur du gris. On a compliqué un petit peu la technique parce qu'on a fait quand même une sorte de dégradé. Mais voilà, le non métallique, c'est ça. C'est pas si compliqué que ça. Ça fait un peu peur. On peut aussi le mâcher en beaucoup plus d'étapes. Mais en final, voilà. Là, j'ai utilisé en tout et pour tout 7 pots. J'ai un résultat qui est relativement correct, même bien, très intéressant. Derrière, on peut aussi compliquer les choses avec des oxydes, d'autres rayures. Pourquoi pas même encore plus compliqué, rajouter une lumière dessus. Donc voilà, l'exploration du non-métallique métal, elle est très vaste. Commencer par des formes simples et des métalliques gris, c'est quand même commencer par le bon bout. Après, personnellement, je peins depuis 20 ans. Le métallique métal, je le fais depuis une quinzaine d'années. Je suis loin d'avoir encore tout appris, je suis loin d'avoir encore tout compris. Il y a encore des peintres qui m'épatent, alors que la technique, je la connais. Voilà, il y a autre chose que de la technique, il y a aussi beaucoup de travail, peut-être un petit peu d'autisme, pourquoi pas. Mais voilà, le non-métallique métal, c'est une discipline très vaste. Je vais vous centrer le travail avec un peu de peinture noire pour que vous voyez le résultat du premier. Mais en gros, là, on a fait du métal. Derrière, on va pouvoir faire de l'or, du bronze. On va pouvoir même traficoter toutes les couleurs qu'on veut en métal. Le non métallique, c'est une attitude. Ce n'est pas une technique par couleur. C'est vraiment comprendre l'influence de la lumière sur des surfaces métalliques avec des contrastes forts. Comme je vous dis, c'est très vaste. On fera d'autres vidéos avec Eric. Ouais. Je vous donne le résultat final et je vous remercie. Ah ben, on se retrouve tout de suite. Bon ben voilà, on a mis un peu de noir pour centrer vraiment le travail qu'on a fait aujourd'hui. On a une meilleur rendu, meilleur visuel sur le travail final. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué et peut-être on fera un petit peu d'or ou pourquoi pas un peu de bronze la prochaine fois. Ok, bah écoute, on va conclure. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je te remercie énormément, Alex. Merci à toi, Eric, encore une fois. Encore une fois, présent à Hobby Shop. Donc là, on va tourner une succession de vidéos ensemble. Allons-y. Hein, ça ne va pas être forcément de la peinture. On va faire différents jeux. Il y a plein d'autres choses à voir autour de la figurine. Et puis c'est vrai que chez Hobby Shop, on a le choix. On a le choix chez Hobby Shop. Alors, je précise que Alex fait partie du service de peinture
de Hobby Shop. Oui. Hein, donc si vous avez l'envie de passer des commandes ou des armées à peindre, Des grosses pièces, des petites pièces, des grandes Voilà. quantités, voilà. on fait tout. Hobby Shop fait tout et je peux vous dire que là, il y a, à vue de nez, il y a vraiment de la matière, même à vue d'œil, avec ce qu'on a vu et en plus très simple. C'est ça qui est. Moi, ce que je dis toujours, la peinture de figurines, il y a beaucoup de gens qui sacralisent le truc et il y a beaucoup de gens aussi qui gardent les secrets. Donc, pour moi, tout peut être analysé de façon très simple, tout peut être expliqué de façon très simple. Après, c'est juste une question de choix. Il y a beaucoup de gens qui sont fiers, qui n'aiment pas dévoiler leurs secrets, ce que je comprends. Mais je pense que n'importe qui a un tant soit peu envie peut comprendre les choses et s'améliorer sans être le meilleur peintre du monde, mais au moins s'améliorer grandement par ce qu'on appelle des tips. Pour moi, la peinture de figurines, avant d'être super technique, elle est surtout super théorique. Donc voilà, la technique ne fait pas tout, et certainement pas tout. Il faut d'abord réfléchir, si possible se faire expliquer les choses par quelqu'un qui aime bien. Voilà. Partagé. Mais voilà, c'est pas quelque chose d'insurmontable, c'est pas comme devenir champion de ski, c'est pas comme devenir, peindre des figurines correctement, c'est juste une question de méthode. Si elles sont bien appliquées, normalement, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. Voilà. Et puis là, avec mon partenaire Hobby Shop, on est totalement dans le partage. Et je remercie encore Alexandre. Et puis, on va se retrouver très vite. Si vous désirez voir d'autres techniques de peinture, eh bien, je pense que vous mettez un commentaire dans la description de cette vidéo. Et puis, on verra avec nos temps libres. On fera en fonction soit des envies d'Eric, soit des envies des gens qui regardent la vidéo. Voilà. On peut apprendre plein de choses, on peut faire des vidéos sur plein de choses, sur des techniques très simples, des techniques très complexes, Voilà. des trucs de filou pour avoir l'impression d'avoir fait des trucs complexes sans les avoir fait. Voilà, il y a beaucoup de choses à apprendre. Eh bien, écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en compagnie d'Alex et à Hobby Shop. Ciao. Merci Eric, Ciao. à plus.